Mais ok fan, alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Prédateurs de Nashville. Je tiens à mentionner maintenant, là, il y a des gens qui m'ont fait remarquer sur mon preview du Canadien de Montréal que j'ai oublié de parler de Josh Anderson. J'en parle un petit peu, mais j'en parle vraiment pas beaucoup. Je suis désolé, effectivement, j'ai complètement oublié. J'avais eu un avertissement sur mon ordinateur comme quoi j'avais des mises à jour à faire. J'ai essayé de l'enlever en même temps que je parlais. J'ai pas été capable de l'enlever. Fait que bref, ça m'a déconcentré. Ce qui fait que j'ai complètement oublié de parler de Josh Anderson. Puis également, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer une erreur que j'ai faite qui était assez drôle selon moi. Mais je mentionnais entre autres un incident qui était arrivé lors des séries de l'année passée avec Corey Perry. Donc en fait, c'est qu'il était comme dans une mise au jeu au niveau de la zone neutre. Puis l'arbitre était même pas, il avait même pas droppé la rondelle sur la glace encore, qu'un joueur de l'équipe adverse qui a rentré un bâton direct dans les patins, il l'a tiré vers l'arrière, il s'est pété la face à Ion, la face à terre. Ben, en fait, je pense que c'est pas la face, c'était le chest, je pense qu'il avait pu à terre en premier. Puis il y a personne qui avait appelé de pénalité. Puis là, j'avais dit, je pense que c'était avec Eskinen, ce qui n'a absolument aucun sens parce qu'il jouait avec Eskinainen. Donc, bref, je me rappelle pas du tout c'est avec qui. Mais je me souviens que c'était arrivé par contre. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui l'a fait planter à la mise au jeu. Les arbitres regardaient, puis il n'y a pas eu de pénalités qui ont été appelées. Alors, je m'excuse de cette erreur-là que j'ai faite. Ce que je dois mentionner, c'est que je travaille quand même à temps plein. Puis ça me prend à peu près, je vous dirais à peu près 5 heures pour faire la totale là, par rapport aux équipes. Autant préparer la vidéo, faire la vidéo, uploader la vidéo, la mise en ligne, puis aussi l'article écrit que je fais après. Fait que bref, des fois je suis un peu fatigué. Voilà. Là aujourd'hui on s'attaque aux Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville, c'est une équipe un peu pour moi, à mes yeux. Là. C'est une équipe un peu comme le Wild du Minnesota, des fois je sais pas trop où ils s'en vont. C'est une organisation qui n'est pas particulièrement jeune, c'est une organisation qui a beaucoup de joueurs, qui sont des joueurs qui ont quand même de l'expérience. C'est pas des nouveaux arrivés dans la Ligue nationale. Puis ça marche pas. Ça marche pas. Des fois, ils sont bons en saison régulière, ils arrivent en playoff, ils se plantent. Là, ils se sont fait sortir en phase préliminaire contre les Coyotes. Même si moi, ça me fait plaisir parce que c'est mon équipe, les Coyotes, mais il en restait pas moins que bout de vierge. Les Coyotes n'étaient pas une organisation qui était des plus dominantes. Quoique, c'est une organisation qui jouait quand même très serré défensivement. Ça, il faut le mentionner. Là. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé un peu décevant ce que j'ai vu des Prédateurs lors de la phase préliminaire. En fait, pas préliminaire, mais qualificative. Puis j'ai l'impression que ça arrive souvent. J'ai l'impression que souvent les Prédateurs sont décevants. Puis d'ailleurs, Matt Duchene qui est arrivé en grande pompe avec les Prédateurs de Nashville, c'était le gros joueur de centre là, qui avait été signé. Puis il y a eu une première saison vraiment très décevante. 42 points en 66 matchs. Bien ordinaire. Il n'a pas amené ce qu'on s'attendait à ce qu'il amènerait. Puis il y a une couple de joueurs dans l'organisation, honnêtement, qui ont eu de la misère, entre autres. Je pense que c'était Granlund, si je ne fais pas erreur. Ouais, Granlund a connu sa pire saison en carrière. Finalement, ils l'ont signé. Au début, il avait l'air de le laisser partir, mais finalement, ils l'ont signé. Puis Kyle Turris qui a été une autre grosse déception. C'est un autre gars, ça, qu'on avait signé au centre. On s'attendait à beaucoup plus, puis finalement, ça a vraiment marché dans son cas. Kyle Turris, lui, c'est pire. Il a été racheté. Fait que bref, on a de la misère. On a de la misère avec les Prédateurs de Nashville, honnêtement. Puis, on parle pas de la transaction qu'on connaît bien à Montréal, là, Weber, Subban. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là. Peut-être que lui, ça fait un peu trop longtemps qu'il est là. On va dire ça de même. Parce que David Poile, il est là depuis 1997, mon petit gars. Ça fait longtemps qu'il est là. Fait qu'il serait peut-être temps qu'on change de DG. En regarde. Au niveau du coach, ben là, vu que ça a été une saison difficile l'année passée, c'était Pete Laviolette qui était coach des Prédateurs de Nashville, mais finalement il a été renvoyé. C'est John Haynes qui a pris la barre, puis bon, il a fini la saison, puis c'est lui qui revient cette année. L'année passée, les Prédateurs de Nashville, c'est 35 victoires, 26 défaites, 8 défaites en prolongation, un total de 78 points, une moyenne de buts marqués de 3.12, ok, une moyenne de buts encaissés de 3.14, fait que ça va pas bien. Là, ensuite de ça, il va avec l'avantage numérique 17.3. Ouch! 17.3, c'est le 24e avantage numérique de toute la ligue. Et un désavantage à 76.1, c'est le 28e désavantage de toute la ligue. Alors, il y a eu une certaine amélioration. En 2018-19, les Prédateurs avaient 12,9% d'efficacité en avantage numérique. Donc, une augmentation de 4 quelques points. On est passé du 31e avantage numérique au 24e. Il y a un peu de positif. Ça reste poche, mais il y a un peu de positif. Le désavantage numérique, lui, par contre, en 2018-2019, 82,1.
il avait le 6e meilleur désavantage numérique de la Ligue, 76,1 pour le 28e désavantage de la Ligue. Fait qu'il y a eu vraiment une régression là-dessus. Peut-être que le changement de coach va faire du bien. En tout cas, assurément, ça fait du bien à Saros parce que Saros, au fil de la saison, Rainey a fini par perdre son poste de partant. Saros a pris le dessus là-dedans. Puis Saros, avec Hines, 12 victoires sur 19 matchs joués. Ce qui est quand même très très bon. Fait que bref, ça va peut-être faire du bien à l'organisation, un nouveau coach, mais je pense que ça pourrait faire du bien aussi un nouveau DG. OK, donc ils ont terminé à égalité à 18e position dans la Ligue. C'est bien entendu basé sur le pourcentage de victoires. 6e dans la conférence de l'Ouest, éliminé en phase qualificative. Le meilleur buteur aurait été Forsberg avec 21 buts. Le meilleur en termes de points aurait été le défenseur Roman Jussi, 65 points. Puis c'est aussi le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation, 65 points plus 22. Donc c'est le joueur qui est le joueur le plus créatif de l'organisation. Puis c'est lui qui est l'étoile actuellement. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire. En termes de jeunes qui pourraient intégrer l'organisation, moi je vous ai mis ces deux-là. Bon, on va parler en premier de Yakov Trenin. Dans son cas, à lui, c'est un joueur de centre / ailier gauche, mais surtout joueur de centre. C'est un gros bonhomme. Il mesure 6 pieds 3, 215 livres. Et il a connu une très bonne saison l'année passée dans la Ligue américaine. Yakov Trenin a 23 ans, c'est un choix de deuxième ronde en 2015. Donc là, à mon sens, à moi, il est dû pour rentrer dans la Ligue nationale. Là, il a fait ce qu'il avait à faire dans la Ligue américaine. Il devrait rentrer dans la Ligue nationale. Il pourrait aussi bien être utilisé à l'aile que d'être utilisé au centre. Moi, je l'ai mis au centre ici, là, mais il pourrait être utilisé aux deux places. Dans son cas, l'année passée, il a joué 32 matchs à la Ligue américaine, 20 buts. 15 passes, 35 points. Une très bonne saison pour lui l'année passée dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, ça a été un petit peu plus difficile. En 21 matchs, il y a 2 buts, 4 passes, 6 points. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est peut-être son temps d'utilisation aussi. Ce serait peut-être intéressant de l'utiliser sur un trio un peu plus élevé. Moi, j'étais tenté, quand j'ai fait mon alignement, j'étais tenté de mettre Trenin sur mon troisième trio ici au lieu de Oula. Mais dans le cas de Trenin, le problème que j'y voyais, c'était parce que justement, il n'a pas été performant dans la LNH. Fait que je me dis, s'il y a un bon camp d'entraînement, puis il a le physique pour jouer, ça c'est clair. Fait que s'il y a un bon camp d'entraînement, ben à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de le faire monter sur le troisième à la place. Puis tu sais, pour moi, Duchesne a été vraiment très décevant, mais regardez ça, Johansson, 36 points. Ça n'a pas été facile avec les attaquants de Nashville. Fait que c'est un gars qui pourrait éventuellement monter. C'est un gars à caractère offensif très intéressant, bon gabarit. Dans le cas de l'allié droit, Heli Tolvainen, 21 ans, choix de première ronde en 2017, je vous dirais qu'il n'y a plus l'aura alentour de lui du choix de première ronde. Là, il est rendu plus avec un aura de déception en Amérique du Nord. Parce qu'en 2017-2018, il avait connu quand même une bonne saison dans KHL. Mais quand il est arrivé en 2018-2019, ça a été difficile. Puis l'année passée, en 2019-2020, ça a encore été difficile. C'est un gars qui a assurément un tir exceptionnel, mais il n'est pas complet. Et ça, c'est un problème. Et c'est un gars qui semble-t-il vraiment mauvais défensivement. Donc lui, l'année passée dans la Ligue américaine, 63 matchs, 21 buts, 15 passes, 36 points. C'est un gars qui devait faire plus que ça. Fait que là, il a 21 ans. On s'entend, c'est pas scrap, là. Mais il faut qu'il ait cherché encore un petit quelque chose de plus s'il veut s'établir dans la LNH. Assurément, c'est un marqueur. Ça, c'est clair. Pour ce qui est du reste, il est irresponsable défensivement puis il n'est pas trop complet. Alors, moi, j'ai préféré intégrer dans mon organisation Trenin que Tolvainen. Mais dans le cas de Tolvainen, l'équipe le voit peut-être un peu plus dans leur soupe que Trenin, mais ils commencent. En tout cas, moi, je commencerai à perdre patience à leur place. Ça ici, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est coulé dans le béton. Ça se peut très bien que ça n'aille pas du tout de ça quand ils vont ouvrir la saison. Les joueurs qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus avec les Prédateurs. Les joueurs qui sont en rouge, c'est soit des joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte ou sinon des jeunes qui pourraient intégrer l'organisation. Puis je vous ai mis ici le troisième gardien Ingram. Je vais vous en parler plus tard. Je ne l'ai pas mis officiellement en termes de gardien, là, mais on va le garder. Donc, à l'aile gauche, en fait, la première ligne, je pense qu'on ne la remet pas en question. C'est la première ligne des Prédateurs de Nashville. Les gars se connaissent bien. Fait que, c'est comme le top 4. Je n'ai pas touché à ça. Je garde ça tel que c'était. Donc, on a Forsberg qui est le premier allié gauche. 48 points en 63 matchs l'année passée. Johansson au centre, 36 points en 68 matchs. C'est quand même un petit peu décevant dans ce cas-là. Mais en tout cas, ça reste quand même que c'est perçu comme le meilleur centre de l'équipe. Et Arvidsson qui joue à l'aile, 28 points en 57 matchs l'année passée. C'est difficile, honnêtement. Dans le cas de Ryan Johansson, ça a été sa pire saison en carrière en plus pour lui l'année passée. Ouch.
Là, une chose un peu particulière, mais je pense que je comprends quand même un peu la logique, c'est qu'on avait Bonino avec les Prédateurs qui avait connu quand même une bonne saison. Le Bonino, il avait 35 points, 67 matchs. C'était pas tant mauvais. Et on l'a échangé au Minnesota pour Kunin. Autant que je ne sais pas vraiment pourquoi Kunin a été échangé du Minnesota. Il y a peut-être des raisons que je connais pas. Je comprends un peu moins le move du côté du Minnesota que du côté de Nashville. Du côté de Nashville, c'est qu'on manque de buts. Puis Kunin devrait théoriquement être un bon buteur. Et c'est que l'organisation a besoin d'avoir quelque chose en quelque part, qu'un électrochoc, quelque chose qui réveille. Parce que c'est une organisation qui rush. Alors, je comprends un peu la logique. C'est peut-être le même principe d'ailleurs avec le Wild. C'est peut-être pour ceux qui ont fait ce move-là, je sais pas trop. Mais en tout cas, bref. Fait que, ma deuxième ligne, Granlund, on a hésité de leur signer. Ça n'a pas été facile l'année passée. 30 points, 63 matchs. Finalement, ils l'ont signé juste un an, si je ne fais pas erreur. On prend pas trop de guess dans son cas à lui. Que je fais jouer avec Matt Duchesne, très décevant l'année passée, 42 points, 66 matchs. On s'attendait à un joueur de centre. Là, on s'attendait à ce que nos deux joueurs de centre aient une production offensive beaucoup plus poussée que ça. Ça n'a pas été le cas. Ça a été difficile. L'attaque venait entre autres des défenseurs, puis peut-être pas toujours de baisse. J'y vais avec Kunin, 31 points, 63 matchs l'année passée. C'est un gars qui pourrait devenir éventuellement un bon marqueur. Fait que de jouer avec Duchesne, je pense que ça peut être intéressant. Ce gars-là, il a comme 23 ans. Donc, il pourrait aller chercher une certaine expérience. Puis, à ce moment-là, de jouer avec des gars qui ont plus d'expérience, puis un gars qui est quand même un caractère offensif normalement, quand il n'y a pas des saisons décevantes, ça peut être super intéressant sur un point de vue statistique pour Kunin. Puis je vois comme pas vraiment d'autres alliés qui seraient intéressants à intégrer là. À part si vraiment Todd Vinen connaît une très très bonne saison, c'est un gars qui lui peut faire beaucoup de points, qui peut, s'il finit par s'adapter aux joueurs américains, il pourrait être intéressant dans mon top 6, mais là pour l'instant j'y vais vraiment avec Kunin. Par la suite, John Kruk qui lui a 34 points en 64 matchs, ailier gauche, troisième trio. Le nouveau Oula, 24 points en 48 matchs. Je sais pas de quoi ça va l'air avec Oula. Je vois que c'est un gars qui est un gars plus de profondeur. Fait que je me dis, j'hésitais entre Trenin sur mon troisième ou Oula. Je savais pas vraiment lequel des deux mettre. Fait que finalement, j'y étais avec le gars qui a le plus d'expérience pour le troisième. Et Grimaldi, 31 points en 66 matchs. C'est un gars qu'on connaît bien à Nashville, Grimaldi. Le fatigué à Nick Cousin qui s'amène avec les Prédateurs de Nashville, 25 points en 65 matchs. C'est un gars qui connaît son rôle. Fait que c'est un gars qui est capable de jouer à l'aile au centre. Puis il sait que c'est un gars de profondeur. Fait que bref, ça se peut très bien qu'il soit cut éventuellement. Puis ça devrait pas être such a big deal. C'est pas un gars qui va faire des très grosses stats. Que je fais jouer ici avec le jeune Yakov Trenin. 6 points en 21 matchs l'année passée. Mais tu sais, s'il y a un bon camp d'entraînement, moi je serais intéressé de le monter plus haut que ça. Vu sa performance dans la Ligue américaine, c'est pour ça que je l'ai mis lui dans mon alignement au lieu de Richardson. Richardson, c'est un gars qui est un gars d'expérience qui nous arrive de l'Arizona, un gars qui est responsable défensivement. C'est un gars que je verrais mieux comme centre de quatrième trio. Mais je vous ai mentionné que j'hésite entre ces deux-là. Donc bref, c'est la raison qui m'a amené à mettre plutôt Trenin pour le tenter, pas le tenter, mais l'essayer dans la LNH. Que je fais jouer avec Season. Season, c'est 15 points en 57 matchs. Pas de question, c'est un gars de profondeur. Richardson, il s'amène avec l'organisation. C'est un gars qui a un bon gabarit, qui peut jouer bien défensivement. Il serait peut-être plus intéressant sur mon quatrième trio que Trenin, mais bon, je sais pas exactement comment est-ce qu'on va organiser la chose. Ça se pourrait même qu'il soit utilisé à l'aile, si jamais tu veux couper, exemple, Sisson, mettons, Trenin à l'aile droite, puis mettre Richardson là. Trenin, normalement, devrait être plus à l'aile gauche, mais Cousin, je pense qu'il est à gauche-centre. Je pense pas qu'il puisse jouer non plus à la droite. Bref, en tout cas, tu peux jouer avec ça, là, voir. Là. Ça aurait été intéressant comme trio, d'après moi. Ça aurait été intéressant comme trio de voir Richardson au centre ici, avec Trenin puis Cousin à ses ailes. Ça aurait pu être aussi intéressant. Et Todd Vinen, j'y vais scratch parce que c'est un gars qui est décevant. Puis si ça n'avait pas été du Taxi Squad, je sais même pas s'il aurait été en organisation. Peut-être qu'il aurait été réserviste, ça se pourrait. En termes de défenseurs, le top 4, on y touche pas. Fait que bref, Roman Jussi, 65 points en 69 matchs l'année passée, exceptionnel sur un point de vue offensif, pas de question. Ryan Ellis, 38 points en 49 matchs l'année passée. Bon, encore là, c'est un défenseur qui est très solide. Mathias Ekholm, qui est un défenseur que moi je considère qu'il est peut-être un petit peu sous-estimé, justement parce qu'il joue dans l'ombre de d'autres, mais c'est vraiment un très très bon défenseur complet. 33 points en 68 matchs l'année passée dans le cas de Mathias Ekholm. Et Robbie Fabro, 11 points en 64 matchs, un défenseur plus défensif. Mon top 4 bouge pas, c'est la même affaire depuis des années, on les connaît bien. Bon. Borowiecki, lui, s'amène des Sénateurs d'Ottawa, 18 points en 58 matchs l'année passée. Je vous avoue que je m'attendais même pas à ce qu'il parte d'Ottawa, ce gars-là. J'ai été surpris de voir qu'ils l'ont laissé partir. Je fais pas erreur, je pense même que c'est un gars qui est originaire de la région d'Ottawa. Fait que moi, je pensais qu'il finirait sa carrière avec les Sénateurs d'Ottawa, puis finalement, bon, on a décidé que non. Dans son cas, à lui, c'est un défenseur plus crunch, là, c'est un gars qui il frappe, il provoque des choses sur un point de vue physique. C'est pas la meilleure lecture défensive, c'est pas un gars qui va appuyer ton attaque non plus.
Mais c'est un gars qui a un bon vibe, puis qui, généralement, ses coéquipiers l'aiment bien, puis qui a pas peur. Il frappe, puis s'il faut qu'il se batte, il va se battre, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite de ça, j'ai fait jouer avec Matt Benning. Lui, c'est 8 points en 43 matchs l'année passée. J'ai hésité un petit peu avec Lewington, mais je connais pas vraiment beaucoup ni un ni l'autre. Fait que bref, j'y étais avec Benning comme étant complété ma paire. Jared Tenardy, scratch. Lewington, scratch. Lewington qu'on a acquis pendant la saison morte. En termes de gardien de but, ben là, l'année passée, Saros a fini par prendre la relève de Pekka Rinne. Dans le cas de Pekka Rinne, ça a été une saison catastrophique. C'est probablement même sa fin de carrière dans son cas à lui. D'où pourquoi je vous ai mis ici Ingram. Parce que sous John Hines, Saros a été bon. Fait que ça se peut qu'il n'y ait plus de place pour Pekka Rinne dans cette organisation-là. Peut-être qu'on va le garder à cause de son expérience, mais s'il nous sort encore une saison aussi pitoyable ou peut-être même pire, ça se pourrait qu'on voit Ingram puis qu'on coupe Rinne là, avec les choix d'organisation qu'on peut faire actuellement avec la liste de réserve, Taxi Squad, tout ça. Fait que ça se pourrait qu'on joue avec ça. T'sais. Donc, Saros, qui est d'après moi le gardien de but partant de l'organisation dès cette année, 40 matchs l'année passée, 2,70, 914. C'est quand même pas mauvais. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mauvais. C'est lui qui devrait théoriquement, devait théoriquement prendre la relève de Pekka Rinne. Il est peut-être pas assez solide pour que ça aille à la vitesse qu'on aurait voulu, mais c'est pas trop décevant non plus. Fait que bref, 914, 40 matchs, pas tant pire. Il y a une défensive qui est très mobile en avant de lui, qui bouge beaucoup. Des fois, ça fait des revirements un peu trop catastrophiques. Je peux comprendre un peu qu'il n'y a pas nécessairement 930 en termes d'efficacité. Pekka Rinne l'année passée, 36 matchs, 3.17, 895. C'est pour ça que je vous dis que moi, je trouve que ça sent la fin. D'après moi, il s'est bel et bien fait prendre son poste de partant par Saros. Puis si ça ne s'améliore pas, ça se pourrait éventuellement que ce gars-là soit cut. Puis qu'on soit tenté d'utiliser un peu Ingram. Ingram, lui, jouait dans la Ligue américaine l'année passée. 33 matchs, 1.92, 933. Très efficace dans la Ligue américaine. Actuellement, il joue, je pense, c'est dans la Ligue d'élite de Suède, si je ne me trompe pas. Puis il y a genre 800 quelque chose d'efficacité. 880 ou 890. Fait que cette année, ça va bof. Donc, je pense pas nécessairement que c'est lui qui va partir comme étant l'auxiliaire. Même s'il y a un bon camp d'entraînement, je ne penserais pas. Encore là, je ne sais même pas, il a été prêté. Je ne sais pas s'il va revenir en Amérique du Nord ou pas. Alors, anyways, bref, Rinne devrait quand même être l'auxiliaire cette année, mais j'ai peur un peu pour son avenir dans son cas. Fait que les Prédateurs de Nashville, comme je vous dis, c'est une organisation que je sais comme pas trop, je comprends pas vraiment au niveau de leur move. Fait que je sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut donner cette équipe-là. Si on a une équipe qui a... Parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux, mais tu sais, c'est pas nécessairement les joueurs qui sont à des postes clés. Fait que les joueurs qui étaient à des postes clés ont été décevants l'année passée. Fait que je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'espère que le changement de mentalité avec Hines au lieu de la violette va faire du bien. Ça a donné l'impression de faire du bien, mais souvent quand on change de coach, au début ça va bien, puis après ça, quand il fait une année complète, c'est un peu différent. Fait que dans le cas de Hines, j'espère que ça va faire un changement de mentalité. Ce que moi je vois dans cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui manque de leadership. Alors c'est ce qui fait que quand ça devient trop important comme match, il s'écrase. Puis ça, j'aime vraiment pas voir ça. C'est une équipe qui a fini par être démoralisée par la défensive hermétique des Coyotes pendant la phase qualificative l'année passée. Puis il faut pas. Alors, cette équipe-là se doit absolument de baisser un petit peu sa moyenne de buts encaissés puis améliorer ses unités spéciales. L'avantage numérique n'a pas été assez amélioré pour une équipe qui a une défensive aussi mobile que ça. Je m'attends à avoir au-dessus de 20, peut-être 22, 23 d'efficacité. On y va avec la haute gamme de la LNH. Un désavantage à 76.1, c'est vraiment pas évident. Là. Fait que bref, c'est une équipe que je sais pas trop où est-ce qu'elle s'en va. Il y a des gars qui peuvent être intéressants à suivre. On va voir comment ça va se passer pour Kunin, son adaptation. Trinan, ça serait le fun de le voir intégrer l'organisation. Peut-être que Tolvainen va finalement avoir un poste dans la LNH. Peut-être, je dis bien juste peut-être. C'est à peu près ça pour les Prédateurs de Nashville. Alors, c'était ça pour ce qui est de mon preview 2021 des Prédateurs de Nashville. Si jamais il y a des gars que vous pensez qui peuvent intégrer l'organisation dès cette année que j'ai oublié, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si jamais vous êtes un fan des Prédateurs, vous pensez peu importe quoi, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, on n'oublie pas que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire sur TikTok, Instagram ou Twitter, toujours avec le HockeyFan514. Vous pouvez utiliser le hashtag HF514 sur toutes les plateformes. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on y fait un j'aime, on s'abonne, on partage, puis on se revoit prochainement. Merci beaucoup.